You will be known at last for who you truly are. For you, our Lord Sauron. Bonjour à toutes et à tous, c'est encore Mathieu. Vous vous rappelez peut-être puisque mes chers collègues m'ont volontiers laissé la patate chaude, que j'avais improvisé un petit avis à chaud sur les 2 premiers épisodes de Rings of Power, et d'ailleurs ça a intéressé pas mal de monde, étrangement. Donc je repars au charbon pour un petit bilan de cette saison qui vient de s'achever avec un épisode final qui nous révèle à peu près tout ce que tout le monde avait deviné après l'épisode 2. Oui, alors vous l'avez compris, j'étais déjà pas enthousiaste au début et ça ne s'est pas amélioré par la suite. Et si vous vous rappelez bien, pour donner un peu l'avis général de la rédac, j'avais contrebalancé mon point de vue avec celui du camarade Lino qui s'occupe des critiques d'épisodes sur le site. Et oui, c'est à lui que vous devez tous ces jolis jeux de mots toutes les semaines. À l'époque, ce cher Lino avait défendu les 2 premiers épisodes en mettant légitimement en avant le travail fait sur le production design, les effets spéciaux et compagnie, plus que correct. Et encore heureux pour une série qui est peut-être la plus chère jamais produite, vous me direz. Et même lui est allé de déception en déception, c'était un peu triste de voir ces textes de plus en plus désabusés. À chaque fois on se disait ah bah là c'est un épisode de transition. Mais la réalité c'est que la saison entière est une longue transition. Et pour reprendre le vocabulaire de certains de nos lecteurs qui commentent ici et là leur avis, on s'est bien fait chier. Voilà pour l'avis du pilier de comptoir déçu. Pour le reste, comme je l'avais déjà dit il y a 5 semaines, vis-à-vis de son statut dans le petit monde de la SVOD et du divertissement de masse, ce qu'a accompli Amazon en tant que marque et ce qu'ont fait les showrunners et scénaristes est assez intéressant. De même que la série en dit beaucoup sur la manière de penser ses divertissements, surtout quand on fait la comparaison vraiment de plus en plus inévitable avec une certaine Maison des Dragons. Parce que j'en avais déjà parlé auparavant, mais c'est encore plus important maintenant, il faut bien comprendre dans quelles conditions ont été conçus ces anneaux de pouvoir. En gros, il y avait une foire d'empoigne entre les services de SVOD pour adapter Tolkien, chacun de leur côté, suite à l'appel de proposition du Tolkien Estate, donc qui gère les droits de Tolkien. D'ailleurs, pendant la diffusion, un article de The Hollywood Reporter en a révélé un peu plus sur les autres projets proposés. Netflix par exemple voulait créer plusieurs œuvres sur le modèle de Marvel, ouais on a eu chaud quand même HBO voulait faire une nouvelle adaptation des événements du 3e âge, donc grosso modo du Seigneur des Anneaux, et c'est Amazon qui a gagné la bataille alors qu'il avait même pas le plus gros chèque, apparemment. Mais bon, ces gens avaient quand même beaucoup d'argent. Et surtout, ça ne leur est pas tombé tout cuit dans le bec. Ce qu'ils ont promis au Tolkien Estate, cette fellowship qui était chargée des négociations, c'est de leur accorder une place dans les discussions créatives. Là où je veux en venir, c'est qu'ils en sont venus à mettre en scène une histoire dans le 2e âge, par défaut. Leur problème, c'est qu'ils savaient très bien que le Tolkien Estate ne voudrait pas refaire le Seigneur des Anneaux. D'une part parce que la proposition rejetée d'HBO l'approuvait, d'autre part parce qu'il est de notoriété publique que Christopher Tolkien, donc fils de J.R.R. Tolkien, a détesté la trilogie de Jackson. Sauf que quand t'es une boîte comme Amazon, que t'as plus de 200 millions de dollars à dépenser juste en droit, t'as besoin d'une marque. Et grâce à Jackson, justement, le Seigneur des Anneaux est devenu une marque. Pas le Silmarillion, pas les Contes perdus ou les appendices, le Seigneur des Anneaux. Donc il a fallu ruser, et comme cet article le dit très bien, les 2 showrunners de la série, donc J.D. Payne et Patrick McKay, ont bien rusé. Leur pitch initial concrètement c'était « on raconte le prologue de la communauté de l'anneau, comme ça on s'éloigne du Seigneur des Anneaux, mais on peut tabler sur sa marque en racontant notamment la création des 10 anneaux ». Les Anneaux de Pouvoir, c'est une série créée par défaut, et bordel que ça se voit. Le dernier épisode vient le prouver une fois de plus, mais alors avec une force incroyable. Je sais pas, j'ai jamais bossé sur une série d'envergure, mais clairement si on me file 200 millions de dollars pour raconter la fin de la première saison d'une gigantesque épopée de fantasy, je me contente pas de faire jouer mes personnages à une gigantesque partie de qui est-ce, et pourtant c'est le cas. Sauf qu'encore, un qui est-ce c'est plus rigolo parce que tu peux te moquer du physique des bonhommes et qu'il y a un minimum de suspense sur l'identité des gens. Et ça date pas du dernier épisode, c'est même devenu complètement un mème. À chaque épisode, il y a un nouveau gars bizarre avec une capuche qui débarque et tout le monde fait ah ça c'est peut-être Sauron. Le seul enjeu narratif de ce gros méli-mélo d'intrigues secondaires, c'est de savoir qui est qui, ou plus globalement de s'y retrouver dans nos repères des films de Jackson, sans trop raconter les films de Jackson, d'où l'apparition par exemple des Balrogs qui est complètement gratuite, juste pour que tu fasses « Ah bah je reconnais ça, c'est le monstre qui passe pas là ». Et en plus, ils essayent même pas de le camoufler, c'est l'exact même design. Ça me conforte aussi dans ce que je disais sur les 2 premiers épisodes, La raison pour laquelle il y a autant d'arcs secondaires et de personnages, c'est pour créer un véritable catalogue de la Terre du Milieu qui répertorie les personnages dont tu connais le nom, donc Elendil, Isildur qui restent en arrière-plan, les lieux que tu voudrais visiter, donc Numénor, Valinor, Khazad-dûm, etc., voire même les races que tu veux retrouver, donc typiquement les Hobbits, ou du moins ce qu'ils ont trouvé pour les remplacer, souvent au prix de la fidélité au texte. Et alors ce dernier épisode, c'est le pompon, donc je ne spoilerai évidemment pas, mais il en vient à carrément répéter des répliques utilisées par les films pour faire des méga clins d'œil au spectateur et lui assurer que oui, c'est bien
ce personnage que tu connais et qui est là. Pour la faire courte, c'est un gigantesque jeu de pistes narratif qui certes alimente les sites internet de pop culture, dont le nôtre, la preuve, mais qui n'est pas non plus ultra intéressant. Parce que quand tu articules toute ta série autour de ce jeu de pistes plein de références, au point d'ailleurs, et ça m'a fait bien rire, de finir 2 épisodes consécutifs avec le même cliffhanger, presque au plan près, mais juste avec en plus un petit peu de texte, tu passes à côté de ce qui nous donne envie de la suivre cette série. Je sais pas vous, mais j'en ai rien à foutre de jouer à reconnaître des personnages que je connais et que j'adore, c'est pas la question. Je veux une épopée, un geste épique, un exercice de mise en scène. Impossible d'avoir tout ça avec ces dizaines de trajectoires sur lesquelles le récit s'attarde de fait beaucoup trop peu pour susciter une émotion ou un attachement. Je pense par exemple au personnage d'Adar. On a beaucoup parlé de son petit monologue de l'épisode 6 qui est, je dois le reconnaître, assez touchant. C'est vraiment une très bonne idée de passer du côté des méchants pour comprendre leur point de vue, explorer le manichéisme pas si bourrin de Tolkien à travers les elfes corrompus qui sont quand même des personnages à peine évoqués dans la trilogie de Jackson. Franchement, ça fonctionne très bien, mais ça dure qu'une scène parce que le personnage ensuite est complètement abandonné et largement sous-traité pour faire de la place à la révélation de Sauron, le méchant qu'on connaît tous. Et c'est dommage parce que du coup on perd ce qui faisait aussi la qualité des films de Jackson, à savoir les personnages certes, mais aussi les moments de bravoure et surtout une tentative de mise en scène du genre épique, expérience que peu de cinéastes ont su mener à bien. Et je parle pas juste de bataille, je suis bien conscient que raconter le deuxième âge impose de se calmer un peu sur les batailles, je parle du traitement des héros vis-à-vis du monde qui les entoure. Chez Jackson, la mise en scène jouait en permanence sur les échelles de plan, passant du dos de ses protagonistes à la taille démesurée de leur environnement pour montrer ce que le texte fait très bien, à savoir qu'ils évoluent dans un monde hors norme, si possible en nous foutant les poils au passage. Comparer le traitement de Minas Tirith dans les films à Numénor, pourtant le cœur des enjeux de la période en question, c'est super triste. Ça alterne plans larges, plein de thunes, et plans serrés, dialogues, sans vraiment d'inventivité. Vraiment dommage, surtout que les premiers épisodes étaient réalisés par Bayona. Alors je suis pas fan de tous ces films, mais il faut lui reconnaître un sens de la mise en scène très ample qu'on voit à peine ici. Même la musique n'a jamais de moment pour laisser résonner ses thèmes, alors qu'ils sont bien en fait. Genre Bear McCreary avait déjà fait un bon travail sur God of War et surtout sur Godzilla 2, et là il a vraiment de belles compositions, mais encore faudrait-il les entendre en fait derrière les dialogues surexplicatifs qui composent chaque épisode. La priorité n'est ni leur parcours initiatique ou personnel, ni leurs exploits, c'est leur connexion avec ce que le grand public connaît de cet univers, et pour paraphraser mon collègue Antoine, c'est l'intertextualité qui est un peu le cancer des séries modernes. Et c'est aussi pour ça que la comparaison avec House of the Dragon fait aussi mal. Et ouais, je sais que les gens aiment pas qu'on compare ces deux productions à tout bout de champ, mais c'est inévitable. D'une part pour des raisons économiques et symboliques, je peux vous assurer que les exécutifs d'HBO et Amazon sont parfaitement conscients d'être en guerre et qu'ils sont très attentifs aux audiences et aux réactions des deux séries. Leur affrontement restera quand même un événement dans la petite histoire de l'émergence de la SVOD, qui se fait maintenant ses propres batailles de blockbuster à coups de séries de fantasy. Et d'autre part, ça c'est un truc qui est venu pendant le visionnage, les deux séries incarnent finalement deux approches diamétralement opposées de la télévision. Alors je vais pas répéter ce que Antoine et notre ami Adam Bros ont dit très bien dans leurs propres vidéos, mais en gros House of the Dragon a opté pour une approche bien à elle. Chaque épisode est une entité propre, qui comporte ses propres climax, sa propre structure, et d'ailleurs, même dans son mode de fonctionnement, la chaîne reste à l'ancienne entre guillemets, dans le bon sens du terme, puisqu'elle marche encore au pilote. Preuve en est, la fameuse série sur les marcheurs blancs avec Naomi Watts a été purement et simplement annulée sur la faute du pilote qui n'était pas à la hauteur des attentes en fait. Même si évidemment, il y a d'autres raisons, on n'est pas infiltré chez eux. Tandis que chez Amazon, le mode de production est très représentatif des méthodes des grosses plateformes du moment. Les showrunners ont pitché plusieurs saisons d'un coup et voient leur série comme un énorme bloc. Les épisodes ne sont plus que les parties d'un tout et donc ils peuvent se permettre de passer 3 minutes avec tel ou tel personnage sans vraiment lui apporter quelque chose ou même d'articuler ce méga récit autour du souvenir du Seigneur des Anneaux au détriment de ses propres idées. Si bien que la saison 1 se termine sur ce qui aurait dû être, c'est ce qui aurait pu être et ce qui aurait peut-être été si on était chez HBO, le cliffhanger du pilote. Résultat, House of the Dragon est super resserré, traite ses enjeux ensemble sans se forcer à faire plaisir en spectateur en envoyant batifoler la famille royale sur un bout du mur ou je sais pas quoi. Là où Rings of Power s'improvise guide touristique de la Terre du Milieu, c'est vraiment deux écoles très différentes. Bon, vous avez compris que nous on a choisi notre camp, mais c'est quand même super intéressant d'avoir ces deux visions en même temps, et c'est aussi quand même très ironique que HBO ose faire avancer ses enjeux super vite, quitte à carrément se dérouler sur des dizaines d'années, tandis que Amazon piétine pour mieux capitaliser au maximum sur ce fameux prologue de la communauté de l'anneau, dont elle espère tirer 5 saisons, alors qu'en lisant le Silmarillion par exemple, on se dit que c'est quand même cette série-là qui aurait mérité de ces nombreuses ellipses. Et au final, on se rend compte que ces approches représentent bien le rapport des deux boîtes aux univers qu'elles ont entre les mains. D'un côté, il est assez évident que les exécutifs d'HBO ont tiré des leçons de la fin de Game of Thrones et du shitstorm qu'ils se sont pris après ça. L'idée c'est donc de revenir à ce qui fait l'identité thématique
de l'œuvre de George R.R. Martin, à savoir la politique, son exercice, son rapport avec l'individualité, etc. De l'autre, l'idée est de revenir à ce qui fait l'identité narrative, presque pop culturelle, de l'œuvre de Tolkien, donc les Elrond, Galadriel, Balrog, Sauron, bref, des noms et des lieux, et ces deux approches dépassent évidemment cette petite guerre qui est entre deux. Le Seigneur des Anneaux n'est pas la seule série à reposer uniquement sur les poncifs d'une marque, et donc à tout charpenter pour l'exploiter. House of the Dragon n'est pas la seule série à vouloir revenir au cœur artistique de l'univers traité, et à se construire autour de ça, mais tout n'est pas perdu parce qu'il y aura une bataille massive en 2 épisodes dans la saison 2, paraît-il. Bon, c'est déjà ça. Hein. Est-ce que cette dichotomie est vraiment le nerf de la guerre de la télévision à l'ère de la SVOD? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, sur Discord ou sur le site où vous pourrez retrouver la critique de Lino et plusieurs articles sur cette série qu'on n'a pas trop aimé, mais qu'on trouve toutes et tous assez intéressantes. Vous l'avez compris. Et même si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à rester dans les parages de la chaîne, puisque dans quelques semaines, on sortira un nouveau Doigt dans le culte, et je ne dirai pas le nom du film pour le moment, et on en profitera pour faire une petite annonce qui vous intéressera peut-être. Si d'ici là vous désirez nous soutenir, vous pouvez aussi prendre un abonnement sur les sites. En plus de notre reconnaissance presque éternelle, vous aurez droit à quelques articles exclusifs sur Troupe d'élite ou Man of the Moon par exemple. Continuez à regarder des séries, mais allez aussi au ciné. À la prochaine!